Nous sommes le 14 juillet 1518. Une femme, seule, danse dans les rues de Strasbourg. Son nom, Frau Trophea. Un jour passe, un deuxième. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, ni la fatigue, ni ses pieds en sang. Troisième jour, quatrième. Frau Trophea danse toujours. Elle n'est pas dans son état normal. C'est à peine si la transe lui autorise quelques instants de sommeil. 10 jours plus tard, une cinquantaine de personnes l'ont rejointe. Ils valsent et sautillent, hagards, incapables de s'interrompre. Les premiers décès surviennent. Ceux dont le cœur est le plus fragile s'effondrent, foudroyés, épuisés par la transe. Si l'on ignore le nombre de morts, ils auront été au total plusieurs centaines à avoir agité les rues de Strasbourg. Une véritable épidémie de danse qui continue à faire parler d'elle 500 ans plus tard. Alors, comment expliquer un truc aussi bizarre? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble, et au passage, on va en profiter pour rectifier quelques clichés. C'est parti. Avant d'interpréter et de se lancer dans les explications, on va retracer ensemble le déroulement de cette épidémie. Ouais, parce que la version que je vous ai racontée en intro n'est pas tout à fait exacte. C'est celle qu'on entend le plus souvent, et pourtant, elle est pleine de clichés. Alors on va tout reprendre depuis le début, en gardant bien à l'esprit que l'histoire est une construction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien qu'on n'a pas de machine à remonter le temps, donc on peut pas aller voir de nos yeux ce qui s'est passé. Ce serait cool, mais c'est pas possible. Nom de Zeus. Donc on n'a qu'une seule possibilité, c'est de retracer les événements à partir de ce qu'on a sous la main. Et ce qu'on a sous la main, c'est les sources. Ici, elles sont assez diverses. Des chroniques, des annales, des lettres, des documents officiels. Pour faire très simple, on peut les séparer en deux catégories. D'une part, les documents contemporains de l'épidémie, donc qui ont été écrits en 1518, et d'autre part, ceux qui sont plus tardifs. Dans cette dernière catégorie, on va retrouver des auteurs comme Daniel Specklein, Paracels, bref, des gars qui n'ont pas vu l'épidémie de leurs yeux, mais qui en parlent quand même des années après. Gardez ça en tête, parce que ça va nous permettre de distinguer les informations fiables de celles qui pourraient avoir été déformées au fil du temps. Donc, tout commence vers la mi-juillet 1518, avec une femme qui se met à danser toute seule. Jusque-là, pas de problème. Les sources de 1518, donc les plus sûres, donnent toutes la même version. Mais attention, aucune ne mentionne qui est la danseuse. Le nom Frau Trophea n'apparaît que bien plus tard, dans un texte du médecin et alchimiste Paracels. Sauf que ce dernier parle de la maladie en général, et pas spécifiquement du cas strasbourgeois. Donc rien n'indique que la patiente zéro s'appelait Frau Trophea. C'est d'ailleurs un nom fort improbable, comme le rappelle Elisabeth Clemens, qui enseigne l'histoire régionale à l'université de Strasbourg. Bon, bref, continuons notre histoire. Cette femme anonyme est en transe, elle danse sans s'arrêter. Alors la chronique de Dunsenheim nous parle de 4 jours, celle des Himelins de 6. Quoi qu'il en soit, la ville doit réagir et vers le 20 juillet, elle est emmenée à Saverne, où se trouve un sanctuaire de Saint-Guy. On verra tout à l'heure pourquoi ce saint est important. Pour le moment, on va rester à Strasbourg. Parce qu'entre-temps, notre danseuse a contaminé d'autres habitants. Le 21 juillet, les malades seraient pas moins de 34. En tout cas, selon les chroniques de Dunsenheim et des Himelins, qui ne sont pas forcément fiables à 100%. Le 25 juillet, par contre, Sébastien Brandt témoigne d'une cinquantaine de cas. Et là, tout de suite, c'est plus fiable, puisque Brandt est un Strasbourgeois contemporain de l'épidémie. En tout cas, le mal progresse, et le conseil de la ville doit intervenir. Il consulte donc les médecins, qui rendent leur verdict. La chorémanie serait un mal naturel, causé par un échauffement excessif du sang. Un bon diagnostic médiéval comme on les aime. Le conseil et les médecins prescrivent donc de danser toujours plus pour arrêter l'épidémie. Plusieurs lieux sont libérés pour les danseurs. C'est le cas du marché aux grains, c'est-à-dire l'actuelle rue des Grandes Arcades, mais aussi du marché aux chevaux, donc la place Broglie. D'ailleurs, on y installe même une estrade. Sauf que faire danser les malades en public, ça ne fait qu'empirer les choses, et le conseil se rend compte au bout de 2 jours. Du coup, à partir du 27 juillet, il interdit aux Strasbourgeois de jouer de la musique et de danser dans les rues, sous peine d'amende. L'estrade du marché aux chevaux est démantelée, le marché aux grains est vidé. Même si ça semble calmer l'épidémie pendant un temps, elle reprend de plus belle aux alentours du 10 août. À cet instant, il y aurait 200 danseurs d'après la chronique de Dunsenheim et 400 d'après celle des Himelins, sachant que, je le rappelle, ces sources ne font pas partie des plus fiables. Quoi qu'il en soit, la ville prend de nouvelles mesures. Je cite, « Les membres des corporations qui sont infectés par le mal de la danse doivent être conduits à Saint-Guy. » Autrement dit à Saverne. Pourquoi Saint-Guy? Encore une fois, on va le voir dans la suite de l'épisode. Pour l'instant, on ne rentre pas dans l'interprétation, on se contente de retracer les faits.
Le conseil envoie donc les danseurs en pèlerinage et en plus il fait donner quelques messes dans la cathédrale. Pour couronner le tout, il ordonne qu'on fabrique une statue en cire de Saint Guy, histoire de s'attirer ses bonnes grâces. Cette offrande votive de pas moins de 50 kg sera fondue en cierge vers le 20 août. Cierge qui sera à son tour envoyé à Saverne. Et puisqu'on parle de Saverne, l'évêque Guillaume de Honstein y lance la construction d'une hostellerie pour accueillir ceux qui souffrent du morbus sancti viti vulgaritaire. Traduction, ceux qui sont atteints de l'affection vulgairement appelée du nom de Saint Guy. Donc nos danseurs. Bref, les malades se rendent en pèlerinage au sanctuaire de Saint Guy, puis petit à petit, les choses se tassent et l'épidémie s'achève. Et là, on a un problème. Cette chorémanie strasbourgeoise, beaucoup de médias en parlent, et tous sont unanimes pour dire qu'elle a été meurtrière. Le journal Le Monde, par exemple, écrit la chose suivante. Jusqu'à 15 danseurs succomberont chaque jour, selon un témoin de l'époque, victimes de déshydratation ou d'accidents cardiovasculaires. Sauf que, rien de tout ça n'est sûr. En fait, si on retrouve cette vision à travers tous les médias, c'est parce qu'ils ont pris leurs infos dans le même livre, à savoir celui-ci. Et avant d'aller plus loin, j'insiste sur un point. Oui, les médias semblent s'être contentés d'une seule source, mais sur ce coup, ils n'avaient pas vraiment le choix. On ne peut pas leur en vouloir. En effet, les danseurs fous de Strasbourg est la toute première grosse synthèse sur le sujet. Personnellement, j'ai trouvé ce livre tout à fait plaisant. Le seul problème, c'est que l'auteur, John Waller, retrace l'épidémie à partir de toutes les sources qui sont connues, sans les remettre en cause de manière assez poussée. Une démarche qui a été critiquée par Elizabeth Clements. C'est ce qu'elle rappelle dans un article de 2016, avec cette citation qui résume tout. Aucun auteur contemporain n'évoque de décès liés à cette épidémie. Par la suite, des écrits postérieurs aux faits ont déformé la réalité. Et c'est pour ça que je vous disais de faire très attention aux sources. Dans notre affaire, les plus fiables sont les annales de Brandt, la chronique de Hieronymus Guebwiller et une réponse du magistrat de Strasbourg à l'évêque. Le reste est plus tardif, et entre-temps l'histoire a vraisemblablement été déformée. Quant au fameux témoin de l'époque qui évoque 15 morts par jour, il se nomme Wilhelm Rehm, et son récit ne tient pas debout. Bah ouais, en suivant son estimation, le nombre de décès qu'on obtient est supérieur au nombre total de danseurs sur toute la durée de l'épidémie, ce qui n'a aucun sens. D'ailleurs, John Waller le relève lui-même à la page 133 de son ouvrage. Parmi les autres auteurs qui nous parlent de mort, on a Wencker, qui est né 72 ans après l'épidémie, et Daniel Specklein, qui écrit environ 60 ans après. Et j'insiste, aucun texte contemporain ne mentionne le moindre décès. Au passage, ce petit poème, qui est souvent présenté sur internet comme datant de 1519, date en réalité de 1625, donc plus d'un siècle après les faits. Bref, on a donc toutes les raisons de croire qu'il n'y a pas eu de décès, ou alors très peu. Elizabeth Clements a sévèrement critiqué l'ouvrage de Waller, le qualifiant de roman historique. Pour ma part, je serais plus indulgent. Il a le mérite d'être la première grande synthèse sur le sujet, écrit dans un style accessible et agréable, avec une traduction en français réussie. Par contre, si vous le lisez, pensez à rester critique. Maintenant qu'on a dégagé le terrain, essayons de comprendre cette épidémie, ma foi très bizarre. Pour continuer, vous devez savoir un truc ultra important, Strasbourg n'est pas un cas isolé. Et oui, il y a eu d'autres épisodes de chorémanie au Moyen-Âge. L'ouvrage de Waller a le mérite d'en dresser une liste. Donc je le répète, c'est pas parce qu'il comprend quelques erreurs qu'il n'est pas digne d'intérêt. Rassurez-vous, on va pas faire toute la liste sinon ça va durer 1 heure, donc j'ai sélectionné pour vous le cas de 1374. On est donc bien avant l'épidémie de Strasbourg, et ça se passe en Rhénanie. De petites bandes de danseurs délirants sont allés de ville en ville pendant des mois, persuadés d'être possédés par des démons. L'abbé Jean Tritem, entre autres, évoque cet épisode. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien que pour nos Strasbourgeois, la chorémanie n'est pas quelque chose de nouveau. Au contraire, c'est un mal qui a déjà quelques antécédents et qui est bien connu à leurs yeux. Du coup, on en vient à la grosse question, comment expliquer scientifiquement cette danse ? Dans les années 80-90, certains auteurs ont proposé une hypothèse qui vaut le détour, à savoir une intoxication alimentaire. Si je vous dis ergot de seigle, ça vous parle ? Il s'agit d'un petit champignon qui parasite certaines céréales, surtout quand il fait humide. Sauf que si vous le mangez, vous pouvez vous attendre à des symptômes pas très cool. Alors en gros, il y a 2 possibilités. Soit la maladie va se développer sous sa forme gangréneuse, soit sous sa forme convulsive. Dans le premier cas, vous allez avoir l'impression que vos pieds sont littéralement en train de brûler sur place, avec des sensations de froid et de chaleur extrêmes. Puis vos membres vont gangréner et noircir. Ces symptômes étaient baptisés mal des ardents,
ou feu de Saint-Antoine. Les malades s'imaginaient qu'ils étaient en train de brûler de l'intérieur. Ouais, alors du coup, désolé pour ceux qui étaient en train de manger, et d'ailleurs laissez votre assiette bien de côté, parce que le second cas n'est pas terrible non plus. En effet, sous sa forme convulsive, l'intoxication va vous faire convulser quoi. D'abord, vous aurez quelques maux de tête et vomissements, éventuellement des diarrhées, avant d'être assaillis de spasmes. Certains auront même droit à des hallucinations assez proches de celles qu'on observe sous LSD. Alors évidemment, je caricature, les symptômes sont un petit peu plus complexes en réalité, mais quoi qu'il en soit, on a jadis tenté d'expliquer l'épidémie strasbourgeoise par cette forme convulsive de l'intoxication. C'est toutefois une hypothèse fragile, comme le souligne John Waller. En effet, il serait surprenant qu'autant de personnes aient réagi aux champignons de la même manière et que leurs convulsions chaotiques aient pu passer pour de la danse. Il faut donc chercher la cause de l'épidémie autre part. Madagascar, février 1863. Depuis quelques jours, le docteur Davidson assiste à un étrange phénomène. Dans les rues, hommes et femmes dansent au rythme des tambours, pendant des heures, sans s'arrêter, en état de transe. Un siècle plus tard, en Tanzanie actuelle, plusieurs jeunes filles issues d'une école de missionnaires se mettent à alterner rires et pleurs. 95 des 159 élèves finissent par être atteints et l'établissement doit fermer. L'épidémie se propage. Les fous rires durent en moyenne une semaine, avec de courts instants de rémission, avant de disparaître. Et tenez-vous bien, aucune hypothèse biologique ne peut expliquer ces deux phénomènes. Si je vous en parle, c'est pas un hasard. John Waller, comme d'autres avant lui, les compare à notre chorémanie strasbourgeoise. En effet, tous ces événements pourraient avoir la même origine, à savoir une hystérie collective avec des symptômes de conversion. Alors vous inquiétez pas, je vais tout expliquer et gardez juste à l'esprit que toutes les infos que je vais vous transmettre viennent du livre de John Waller. L'idée est la suivante. L'esprit humain, quand il est plongé dans une profonde souffrance, peut réagir de manière surprenante. Tenez, prenons le cas des soldats de la Première Guerre mondiale. Suite au traumatisme des tranchées, certains ont été sujets à des troubles de conversion. Leur souffrance psychologique était telle qu'elle est devenue physique. Ils ont par exemple perdu la vue, alors que biologiquement, leurs yeux fonctionnaient correctement. Pour d'autres, ça a été des membres paralysés, des tremblements. Tout ça à cause d'une origine psychologique. Et sachez que le mental ne réagit pas de manière aléatoire. La façon dont il exprime sa souffrance dépend de notre conception du monde, de nos craintes et de nos croyances. Pour reprendre le cas de la Première Guerre, on a observé que les symptômes de conversion n'étaient pas les mêmes selon l'origine sociale et culturelle des soldats. Les hommes des classes inférieures perdaient la vue, le contrôle de leurs membres, étaient assaillis de tremblements, bref, des symptômes assez visibles. Les officiers britanniques, par contre, étaient plutôt sujets à des terreurs nocturnes, une anxiété irrépressible et des sautes d'humeur, des symptômes beaucoup plus discrets. Alors pourquoi une telle différence ? Eh bien parce que ces officiers britanniques avaient été élevés en tant que gentlemen, depuis toujours dans l'obligation absolue de contrôler leurs émotions et de faire bonne figure. Leurs idées, leur conception du monde, ont donc conditionné la manière dont leur mental a réagi. Pour résumer, souffrance psychologique plus inconscient égale symptômes parfois surprenants. Les cas d'épidémie de rire en Tanzanie et de danse à Madagascar découleraient eux aussi de la somatisation d'une angoisse profonde. Le premier serait lié à la décolonisation et au conflit émotionnel auquel étaient soumis les enfants, pris entre leur éducation hyper traditionnelle à la maison et celle radicalement différente de l'école. Dans le cas de Madagascar, l'épidémie aurait été provoquée par une ambiance d'insatisfaction générale et d'exaltation religieuse, selon le docteur Davidson. John Waller explique que les danseurs se croyaient possédés par l'esprit de la reine Ranavalona, décédée 2 ans plus tôt au terme d'un règne cruel et courroucée depuis l'au-delà par la politique pro-européenne de son fils. Bref, maintenant que vous avez une idée de la chose, on va se reconcentrer sur Strasbourg et parler de Saint-Guy. Tout à l'heure, je vous disais que les danseurs étaient envoyés en pèlerinage à Saverne, à une quarantaine de kilomètres de Strasbourg. En effet, il s'y trouve un sanctuaire de Saint-Guy, tenu par un ermite. Le lieu est assez surprenant, puisqu'il s'agit d'une grotte aménagée. C'est là qu'on réunissait les malades, afin que Saint-Guy les guérisse. Mais pourquoi ce saint en particulier ? Eh bien, c'est une bonne question. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a une double casquette pour les gens de l'époque. Il est à la fois celui qui guérit la manie dansante, et celui qui l'inflige. D'où le nom mal de Saint-Guy. Et dites-vous que c'était un mal qu'on prenait très au sérieux, et depuis bien avant 1518. En effet, dans l'ouest du Saint-Empire, l'invocation de Saint Vitus suscitait la crainte. Que Dieu t'envoie Saint-Guy était une injonction à valeur magique, une véritable malédiction qu'on réservait à ses pires ennemis.
lesquels étaient alors frappés de fièvre et de danse, ou du moins c'est ce qu'on pensait. C'est probablement à cette croyance que s'est rattaché l'esprit des Strasbourgeois quand il a craqué. Et oui, je dis craquer parce qu'une hystérie collective, ça se déclenche pas comme ça, il faut un terrain propice. Angoisse, stress, désespoir, etc. Alors, quelles seraient les causes de ce craquage ? C'est une question à laquelle tente de répondre John Waller, en dressant un tableau très sombre de l'époque. Famine à répétition, clergé avide et profiteur, désespoir spirituel. De quoi susciter un climat d'angoisse et de stress, surtout chez les plus pauvres. Cette angoisse, ce stress, cette détresse profonde auraient été les causes de l'hystérie collective. Mais pourquoi éclate-t-elle sous la forme du mal de Saint-Guy et pas une autre ? Eh bien, simplement parce que ça avait du sens pour les gens de l'époque. C'est une affliction qu'ils connaissaient, à laquelle ils croyaient, et qui faisait partie de leur conception du monde. Alors forcément, aujourd'hui, quand on nous parle d'une épidémie de danse, ça paraît totalement délirant, mais pas à l'époque. Bref, d'après John Waller, les danseurs croyaient sincèrement avoir été frappés par la colère de Saint-Guy. En spéculant, on peut trouver toutes sortes d'explications à cette colère. Les Strasbourgeois vivant des temps difficiles, ils ont très bien pu se croire délaissés de Dieu, et que le royaume des cieux cherchait à punir leurs péchés. De danseur en danseur, l'idée se serait diffusée à travers la population, chaque nouveau malade renforçant la puissance de la suggestion. Alors attention, là on est vraiment dans l'imagination, on peut pas voyager dans le temps, encore moins deviner les pensées des hommes de l'époque. J'essaie juste de vous montrer que ça pouvait avoir une certaine logique pour eux. D'après John Waller, les malades suivaient un scénario inconscient, conforme à leurs croyances et attentes communes. Les personnes succombaient à la transe parce qu'elles s'attendaient à ce que des démons, des esprits s'emparent de leur âme. Alors je sais, ça fait beaucoup d'infos d'un coup, donc on va s'arrêter là et juste faire un dernier petit bilan de ce qui est fiable et de ce qui l'est moins. Et restez jusqu'au bout, parce que ça va être la partie la plus importante de la vidéo. Vous l'aurez compris, il n'est pas facile de démêler le vrai du faux, le fiable du moins fiable. Dans la première partie de cette vidéo, j'ai tenté d'établir les faits. Une femme, puis une cinquantaine de personnes ont été atteintes de manie dansante, surveillées, puis conduites à Saverne. Par la suite, des écrits ont déformé la réalité, évoquant notamment de nombreux décès. Après cette partie factuelle, on est passé aux interprétations, et les choses sont devenues encore plus délicates. Comment expliquer la manie dansante ? La démarche de John Waller me semble être la bonne, dans le sens où il essaye de se replacer dans les mentalités de l'époque. Les danseurs partageaient un ensemble de croyances surnaturelles qui les ont rendus réceptifs à la transe. En dansant, ils respectaient le scénario propre à leur culture, qui reposait au fond de leur inconscient. Cela dit, John Waller n'échappe pas à bon nombre de clichés, notamment quand il cherche à justifier l'angoisse et le stress de ces populations. Sa vision du clergé, par exemple, est très négative et manque de nuances. De même, il va parfois un peu vite en besogne concernant les interprétations, comme le rappelle Elisabeth Clemens. Oui, la manie dansante de 1518 est liée à une hystérie collective. Oui, Saint-Guy y a tenu un rôle important, mais il est difficile de dire précisément ce qui s'est passé dans la tête des hommes de l'époque. En bref, John Waller propose une vision somme toute très personnelle de l'événement, en recréant notamment la psychologie et les pensées intimes des Strasbourgeois de 1518. Le tout compté avec un certain style, et une emphase qui, si elle n'est pas désagréable, ne colle pas avec l'idée qu'on se fait d'un ouvrage scientifique. C'est en ce sens qu'Elisabeth Clemens le qualifie de roman historique. Malgré tout, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée et franchement je vous la conseille, mais à condition d'avoir lu au préalable l'article d'Elisabeth Clemens qui, je vous rassure, ne fait qu'une seule page. Bref, c'est tout pour ce long épisode, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. En tout cas, si ça vous a plu et que ça vous intéresse d'avoir des sujets un petit peu mystérieux comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que j'en ai encore quelques-uns en réserve et ça risque d'être plutôt pas mal. D'ici là, je vous fais des gros poutous les potos, portez-vous bien. Ciao!